Bien le bonsoir. Dans l'actualité, la victoire de l'État du Sénégal face aux géants français de l'acier. La Cour d'arbitrage internationale de Paris a débouté ArcelorMittal dans l'affaire de l'exploitation des mines de Falémé. Le projet de l'instauration du permis à points le 8 mai de l'UKTS, l'Union des citoyens et acteurs de développement du transport au Sénégal, approuve l'idée du chef de l'État et pose des conditions. Le collectif national des pêcheurs artisanaux du Sénégal récuse le choix de Ali Haïdar à la tête de leur ministère de tutelle. Ses membres sont sceptiques au sujet de sa connaissance du milieu. Les accords bilatéraux entre le Sénégal et la Mauritanie, des ententes signées dans le domaine gazier, la lutte contre le terrorisme, entre autres. Sidi Khairou Kamara de l'Université du 3e âge est l'invité de cette édition. Nous le retrouvons en fin de journal. Le géant français de l'acier a été débouté dans l'affaire de l'exploitation des mines de fer de Falémé. La Cour d'arbitrage internationale de Paris a tranché en faveur de l'État du Sénégal. ArcelorMittal Afrique pourrait être donc sommé de verser des dommages et intérêts pour avoir violé son engagement face à l'État du Sénégal. C'est un récit d'Ibrahim Khan. La Cour d'arbitrage internationale de Paris donne raison aux qui l'oppose à ArcelorMittal. Avec un investissement prévu de 2,2 milliards de dollars, soit plus d'1,5 milliard d'euros, devant générer 20 000 emplois. Aujourd'hui, la Cour d'arbitrage de Paris donne au Sénégal le droit de rompre les accords conclus en 2007 après l'échec d'une procédure de conciliation en mai 2011. Le contentieux n'est pas vidé pour autant. Une autre procédure judiciaire est prévue pour fixer le montant des dommages et intérêts que réclame le Sénégal. ArcelorMittal indique qu'il fera tout son possible pour ne pas verser d'indemnisation. Le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, Abdou Latif Coulibaly, quant à lui, déclare que le Sénégal va se battre jusqu'à la fin de ce procès. Et puis cette dernière qui vient à l'instant de nous parvenir, la formation politique de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck Rewmi vient de quitter la coalition Benno Bokk Yakaar. En ligne de la conférence de presse, Adi Atala, bonsoir. Adi Atala? Adi Atala, vous m'entendez? Nous tenterons de rétablir la liaison avec notre reporter sur place depuis le début de la fin de journée. La formation politique d'Idrissa Seck était en conférence de presse pour justement annoncer la décision au sujet de son avenir dans cette coalition au pouvoir. Bonsoir Adia. Bonsoir Khalifa. Alors quelles sont les raisons qui ont été évoquées pour motiver cette décision? Ils ne se sont pas prononcés sur les raisons qui ont motivé cette décision, mais ce qu'il faut retenir, Khalifa, est que la décision elle est tombée. Le divorce annoncé, le parti Rewmi quitte désormais la coalition Benno Bokk Yakaar. Une décision prise à l'unanimité par le secrétariat national du parti qui s'est réuni sous la présidence d'Idrissa Seck. Selon Abdourahmane Diouf, le porte-parole du parti, qui a lu le communiqué, il dit que c'est une question qui a été discutée de long en large et c'est une décision qui a été prise unanimement. Donc la seule question de l'ordre du jour était l'avenir du parti dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Présentement, ce sont les militants qui sont en train d'exulter en bas en compagnie d'Idrissa Seck, Khalifa Diakhaté. Alétala, merci. Le Sénégal et la Mauritanie viennent de signer des accords dans le domaine gazier et dans bien d'autres domaines, notamment la lutte ensemble contre le terrorisme. Les deux pays voisins se sont engagés au terme justement de la visite du président Mohamed Abdelaziz à Dakar, une visite de 48 heures. Président Mohamed Abdelaziz vient d'effectuer au Sénégal à l'invitation de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. C'est une visite retour, parce que le président Macky Sall, il y a un an, avait effectué une visite d'amitié et de travail en Mauritanie. Il est retourné au mois de mars dernier pour prendre part au sommet de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, l'OMVS. Vous avez suivi le communiqué conjoint qui a été négocié et adopté par les deux parties à l'issue de cette visite. Très riche, qui montre une parfaite convergence de vues
sur toutes les questions de coopération bilatérale, sous-régionale comme internationale. La Mauritanie a décidé de renforcer sa coopération avec le Sénégal par la fourniture d'électricité avec des montants assez importants à partir de 2015. Et nos deux sociétés nationales d'électricité, la Sénélec et la Somelec, la Sénélec pour le Sénégal et la Somelec pour la Mauritanie, vont poursuivre leurs consultations pour finaliser ce grand projet. Et il y a également une parfaite convergence de vues entre les deux chefs d'État sur la nécessité de renforcer la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, tous les trafics qui se déroulent dans la sous-région, le trafic de drogue, le trafic d'armes. Notamment, et je pense que c'est important, et dans le communiqué, il est très clairement reflété la volonté des chefs d'État de faire en sorte que les échanges d'informations stratégiques, de renseignements, puissent se développer pour coordonner nos actions individuelles dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans l'espace sahéro-sahérien. La question des licences de pêche a été également abordée à l'occasion de cette visite. Le chef de la diplomatie sénégalaise annonce 300 licences de pêche qui seront accordées aux pêcheurs sénégalais. En revanche, Mankeur Ndiaye a tenu à souligner la souveraineté de la Mauritanie. Écoutez-le. Un protocole avait été signé par les deux ministres de la pêche il y a quelques mois qui permettent au Sénégal de disposer de 300 licences de pêche avec un tonnage bien précis. Je crois que c'est important également parce que les eaux dans lesquelles pêchent les Sénégalais sont des eaux mauritaniennes. Si la Mauritanie nous fait cette concession, nous ne pouvons que l'en féliciter. Je pense que de ce point de vue également, je crois qu'il y a des pas importants qui ont été faits. Et sur la pêche, il y a la transhumance également du bétail qui constitue une préoccupation de la Mauritanie. Et nous allons vers un taux harmonisé de taxation en ce qui concerne la transhumance du bétail. L'Union des citoyens et acteurs de développement du transport au Sénégal approuve l'intention du président Macky Sall de faire instaurer le permis à points, un accord qui est suspendu à 1 mai. Il faudra que le chef de l'État prenne en compte les préoccupations du monde du transport. UKT dit oui au permis à points, mais à condition que l'État assainisse le secteur, à condition que l'État n'autorise plus des permis étrangers faire le transport ici au Sénégal, à condition que des auto-écoles nous puissent former des gens sans pour autant avoir des poids lourds, à condition que l'État prend en compte les réelles préoccupations des chauffeurs. Si réellement la préoccupation de l'État c'est d'assainir le secteur du transport, moi je pense que les permis à points sont favorables pour ça. Et puis les pêcheurs artisanaux du Sénégal qui contestent Ali Haïdar à la tête du ministère de la Pêche. Aux yeux du collectif national des pêcheurs artisanaux du Sénégal, l'homme n'a pas les outils nécessaires pour faire face à leurs préoccupations. Par ailleurs, les piroguiers dénoncent les multiples rencontres et séminaires, des rencontres dont les résolutions, selon eux, finissent tout le temps dans l'oubli. La nomination de Ali Haïdar comme ministre de la Pêche n'agrée point les pêcheurs artisanaux du Sénégal. Regroupés autour d'un collectif dénommé le collectif national des pêcheurs artisanaux du Sénégal, ils ne cachent pas leur inquiétude sur ce choix. Ali Haïdar ne connaît rien de la pêche artisanale. Nous aimerions que le président Macky Sall nous trouve un ministre de la pêche qui est au fait des problèmes des pêcheurs. Et puis, ce qui nous fait mal, c'est qu'il se permet de nous menacer, nous les pêcheurs de Ndar. Ali Haïdar ne veut rien faire pour nous qui sommes de Saint-Louis, mais nous n'allons pas le laisser faire. Nous allons nous battre. Ces pêcheurs déplorent jusqu'à leur dernière énergie les conditions d'existence et de travail dont ils sont confrontés depuis l'installation du nouveau régime en mars 2012. Les difficultés rencontrées par les pêcheurs peuvent être regroupées en 2 points. Le premier point concerne tout ce qui est lié à l'accès à la ressource. Il faut pêcher, il faut vendre. Des moteurs est passé en l'espace de, sans grossière erreur, je peux dire que c'est passé en l'espace de 4 ans. Un moteur 40 est passé de 800-900 000 à 2 millions aujourd'hui, en l'espace de 4-5 ans. Le carburant aujourd'hui est cher et introuvable. Les camarades Abdoulaye Diop crient leur ras-le-bol et fustigent les nombreux séminaires sur la pêche organisés par le gouvernement.
alors que jusque-là, rien de concret n'a été réalisé pour ce secteur. Ici, qui nous préoccupe tous, c'est ce que moi j'appelle la séminarisation des enjeux. Quand il y a un problème au Sénégal, on le transforme en séminaire, on fait des recommandations, et chacun sait qu'une recommandation ne lie personne. Personne. Recommander, c'est vraiment laisser là, comme ça dans la nature. Apprendre à laisser. 2 ans, les milliards qui ont été injectés au nom de la pêche ou bien au nom de la promotion de la pêche, de l'appui aux pêcheurs et de leur famille, vous verrez que c'est de l'argent qui est vraiment en grande partie jeté par la fenêtre. Ces pêcheurs n'ont pas manqué de décrier aussi les accords de pêche qui lient le Sénégal et la Mauritanie, dont les complications, selon eux, demeurent. Le ministre de l'économie et des finances a procédé ce matin au lancement officiel du 3e programme de coopération entre le Sénégal et le Grand-Duché de Luxembourg. 45 milliards de francs CFA pour, entre autres, la réduction de la pauvreté. J'ai le plaisir de lancer officiellement le 3e programme incitatif de coopération entre la République du Sénégal et le Grand-Duché de Luxembourg. Un programme de 45 milliards de francs CFA qui couvre la période allant de 2012 à 2016. Ce 3e programme indicatif de coopération entre le Sénégal et le Grand-Duché de Luxembourg intervient dans les différents secteurs de base. Il s'agit de la formation professionnelle. Beaucoup de lycées, de collèges vont être soit construits, soit refaits. Il s'agit de la santé de programme de santé de base. Il s'agit de l'assainissement rural, de l'hydraulique rurale, de la décentralisation, de la bonne gouvernance. En un mot, tout programme, tout cher, en tout cas tout secteur cher au président de la République, qu'on le retrouve dans son programme Yonou Yokote, et lequel programme a été quand même transposé dans la stratégie nationale de développement économique du Sénégal. La directrice de la coopération luxembourgeoise salue ce partenariat vieux de 20 ans. Le Sénégal est un partenaire privilégié de notre coopération. C'est le 3e programme indicatif de coopération. Donc le Sénégal est pour nous un partenaire très important et un partenaire avec lequel nous voulons faire un saut qualitatif dans la qualité de notre travail. Il y a un saut qualitatif dans le montant, 67 millions d'euros pour les années à venir, mais c'est aussi un changement de méthode de travail avec un transfert plus important de l'exécution nationale vers les administrations nationales et régionales. Dans ce 3e programme indicatif de coopération, une innovation de taille est notée en ce qui concerne la gestion des finances. L'innovation majeure, c'est qu'en matière de gestion de projet, vous savez, on a souvent des problèmes. Une chose est de signer des accords de coopération, autre chose est de décaisser et de permettre à cette coopération d'être bénéfique aux populations. Donc cette fois-ci, nous avons quand même essayé d'innover. Ce n'est vraiment pas un appui budgétaire. On va ouvrir des comptes spéciaux du Trésor et les ministères affectataires des crédits vont gérer directement ces ressources. Pour le lancement officiel de ce programme, 19 milliards ont été injectés dans le secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le PIC 3, un programme qui s'inscrit dans une consolidation et une continuité des acquis des objectifs du millénaire pour le développement. Le Comité sénégalais des droits de l'homme qui démontre la compatibilité entre l'islam et la démocratie, c'était autour d'une réflexion sur ce qu'on a appelé le printemps arabe. Selon Alioune Tine et ses camarades, il y a à l'heure actuelle beaucoup de formations politiques islamistes qui investissent le champ politique dans ces pays, mais ce fait n'est pas du tout incompatible à l'instauration d'une démocratie solide. Tariq Ramadan l'a dit. Les Morsi et les frères musulmans ont pris le pouvoir, mais ils n'avaient pas de projet politique. Ils n'avaient pas une vision économique. Ils n'avaient pas également une vision sociale. Et très tôt, ça a été un échec. Je pense que le moment est venu de réfléchir sur ces questions-là. Chez nous aussi, vous savez, nous avons le Sahel avec l'expérience malienne qui a été une expérience très malheureuse. Et quand on regarde également les causes profondes qui ont abouti à l'effondrement des États arabes, c'est les mêmes causes. Autoritarisme ou effectivement une situation démocratique minimale. Donc, il faut réfléchir sur l'instrumentalisation politique de la religion. C'est un phénomène nouveau. Et vous avez, comme j'ai dit, des salafistes djihadistes qui sont hors du système et qui estiment qu'aujourd'hui, il faut imposer la charia par tous les moyens, y compris par la guerre.
La pratique de méthodes contraceptives, une problématique encore entière au Sénégal. Les Sénégalais accepteraient mal pour la plupart la planification familiale. Mohamed Dieng, Fatou Kinedem. Réticence, doute, incompréhension, les avis sont partagés sur la planification familiale. Des populations loin d'être convaincues. Si la femme utilise ces méthodes pour garder la forme, alors là c'est inacceptable. L'islam nous l'interdit. Les personnes qui nous proposent la contraception ne dévoilent pas toute la réalité. Elles veulent nous convaincre par tous les moyens. Mais des grossesses éloignées, je ne suis pas d'accord. Cela empêche d'avoir beaucoup d'enfants. Est-ce que le peu d'enfants que tu auras seront en vie? Je n'y vois pas d'inconvénient, mais je n'empêcherai pas ma femme d'utiliser les méthodes contraceptives. Des risques sanitaires sèment le doute chez certaines femmes. Je faisais la planification familiale auparavant, mais j'ai des doutes en ce moment. D'après des informations que j'ai reçues, cela nuirait à la santé. En revanche, d'autres comprennent l'utilité des méthodes contraceptives. Toutefois, une bonne stratégie de communication s'impose pour minimiser les obstacles socio-culturels. Je ne parle même pas de la santé de la maman, mais surtout de la santé des enfants. Les enfants sont l'avenir de demain. Donc leur santé doit être une priorité. Et avoir 2 bébés à la fois, il y a l'un qui n'aura pas une bonne santé parce qu'il n'aura pas suffisamment tété sa maman. Donc il va avoir 5 mois, vous allez avoir un autre bébé. Donc mieux vaut attendre qu'il y ait 2 ans pour penser à avoir un autre bébé. Moi je crois que c'est une très bonne chose, la planification familiale. Pour toute chose dans la vie, il faut communiquer. Et quand les gens sauront là où vous voulez aller, ils vont vous accompagner. Mais vous vous levez un bon matin, vous venez avec votre concept. Les gens ne savent pas là où vous voulez aller et ils ne vont pas l'accepter. Seuls 17% de la population ont accès à la contraception. Un défi majeur pour les autorités sanitaires. Elles veulent atteindre une prévalence de 29% d'ici 2015. Le grand rendez-vous de Paris-Bercy, le 12 octobre 2013, c'est officiel déjà en France et dans d'autres pays européens. Les billets d'entrée s'arrachent déjà. Bercy, donc c'est samedi 12 octobre, dans la salle mythique donc, de Bercy. Nous avançons bien dans le cadre donc, de la préparation de ce grand événement qui, comme vous le savez, est unique en son genre parce qu'il s'agit d'un spectacle, un grand spectacle africain organisé en France et particulièrement dans la capitale française. Donc nous sommes mobilisés depuis plusieurs mois. La billetterie officielle a été donc mise en place depuis mars. Et là, je repars sur Paris justement pour les derniers réglages. Nous allons installer la billetterie africaine qui, comme vous le savez, concerne notre communauté africaine et particulièrement sénégalaise. C'est dire qu'aujourd'hui, disons que nous allons effectuer les derniers réglages concernant la partie artistique, les voyages et tout, donc les répétitions. Et je crois que nous allons assister à un spectacle tout à fait particulier cette année. Parce que comme vous le savez si bien, Youssou N'Dour est très attendu sur la scène internationale. Abdoulader, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Alors pour commencer le basket, après le coup de gueule des Lions, les discussions continuent entre le groupe et les autorités fédérales. Une reprise des entraînements se dessine d'ailleurs. Les Lions ont dénoncé hier, faut-il rappeler leurs conditions de préparation de l'afro-basket et l'homme de la rue prend fait et cause pour ceux et celles qui défendent les couleurs nationales. Planification sur le plan du budget. Parce qu'on ne peut pas comprendre une équipe nationale qui va aller jouer à 48 heures, il y a l'incertitude sur les visas, il y a l'incertitude sur le regroupement à l'hôtel. Les gens ne mangent pas bien, les gens prennent des taxis, prennent des clandos pour aller au regroupement. Mais ça, c'est inadmissible. Pour éviter tout ça, il faut une organisation.
Tu sais, avec les changements de gouvernement là, chaque 6 mois ou chaque 1 an, ça ne va pas du tout. Chaque année, on doit évaluer ce que l'équipe a besoin durant toute l'année. Hein? Mais on improvise tout. Problème premier, il y a toujours des zones d'ombre dans l'organisation du sport sénégalais. Le plus souvent, on demande aux professionnels de venir avec leurs propres moyens. Après, on les promet de les rembourser. Le ministère et la fédération, finalement, se renvoient la balle. Son ministère, la fédération. On risque de faire un déplacement à Maputo en vain. Il reste toujours des difficultés à résoudre. Il faut rendre César ce qui appartient à César. Il faut appeler les sportifs, les vrais sportifs, pour leur confier le sport. Le football, le basket, volley, handball, etc., etc. Et les autres sports. Mais tu sais, ça ne va pas. Même les gens qui dirigent le football. Écoutez, le sport sénégalais est dirigé par une bande de copains. Depuis toujours, ce sont les mêmes têtes qui reviennent. Sport, on sait que c'est le poumon même du Sénégal. Les gens vivent des sports. Des millions de Sénégalais sont fans de sport sans distinction d'âge. Donc il est grand temps pour que le Sénégal soit au firmament de ses ambitions, qu'on mette les moyens à la disposition des fédérations. Si ça ne marche pas demain, le ministère est là pour demander des comptes et sanctionner. Mais on ne peut pas ne pas donner des moyens à quelqu'un, lui exiger des résultats. Si un gosse se démerde, mange, fait des sacrifices énormes de façon personnelle jusqu'à décrocher une qualification peut-être sur le plan national, sur le plan international, il n'a même pas d'accompagnement pour qu'on sait que ce gars va aller défendre les couleurs du Sénégal. On doit soutenir le basketball sénégalais, c'est la seule discipline qui ait remporté des trophées. Du coup, on doit mettre les moyens qu'il faut. La réaction des autorités est attendue avec le retour du ministre des Sports qui était au jeu de la francophonie après la décision des Lions donc de ranger leur basket jusqu'à nouvel ordre. Comme je vous le disais, une reprise se dessine alors que la fédération de basket avait dégagé toute responsabilité, j'y arrive, estimant que les 170 millions de francs CFA alloués par l'État avait été déjà englouti par les frais. Alors, juste avant ce mouvement d'humeur, l'ailière Oumou Khayri Thiam avait indiqué avoir récupéré de sa blessure à la cheville, alors que le docteur Cheikh Guindo indiquait qu'il n'y avait pas de bobo côté Lyon. J'ai eu un match amical contre les garçons vendredi et puis j'ai eu un petit bobo à la cheville, mais ça se passe bien maintenant. Vous m'avez vu m'entraîner, donc ça va maintenant. On le mental et puis on est concentré sur ce qu'on sait qui nous attend. Aminata, ça allait bien, elle avait bien récupéré, elle a joué le dernier match d'entraînement. Mais pour des raisons administratives, elle est repartie dans son club, elle va revenir et puis on va reprendre le travail en même temps. Ça va très bien, on touche du bois, pourvu que ça dure. Les Jeux de la francophonie, le Sénégal qualifié pour les demi-finales du tournoi de football. Les protégés d'Aliou Cissé ont battu Haïti 3-0 cet après-midi, match comptant pour la 3e et dernière journée de la poule B. Le Gabon a battu le Liban 4-1. Le Sénégal premier avec 7 points plus 7 avait débuté par un nul 1-1 devant le Gabon avant d'étrier le Liban 4-0. Et puis pour terminer, c'est toujours du foot avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014 au Brésil. À 9 mois de la compétition, quelques pays déjà qualifiés, l'Italie en Europe, l'Italie vainqueur de la République tchèque 2-1, c'était hier. Alors que les Pays-Bas également, facile vainqueur d'Andorre 2-0. La Hollande également qualifiée en Amérique du Nord. Retenez les États-Unis d'Amérique qualifiés après la victoire devant le Mexique 2-0. Le Costa Rica également qualifié en Amérique du Sud. L'Argentine a disposé du Paraguay 5-2 et sera aussi de la partie. Au Brésil, en Asie, le Japon, l'Australie, l'Iran ainsi que la Corée du Sud ont validé leur ticket depuis 2 mois, Khalifa Diakhaté. Pour ce qui est de la zone Afrique, le tirage au sort des barrages est prévu, rappelons-le, lundi prochain.
Et bientôt le Sénégal également qualifié, vivement. Inch'Allah. Nous accueillons, merci Pape Abdoulaye. Dans un instant, dans 2 minutes, nous accueillons Sidi Khairou Kamara. Il est membre des fondateurs de l'université du 3e âge. Le cours inaugural a été donné mardi. Cours signé le professeur Amadou Makhtar Mbow. Rassembler les personnes âgées, les préparer à la retraite et à la vieillesse. Voilà, entre autres, l'objectif de l'université du 3e âge, selon le président de l'association de l'université du 3e âge. Nous avons eu à réfléchir en nous disant, maintenant que nous sommes quittes avec l'État en étant à la retraite, est-ce que véritablement nous sommes condamnés à ne plus rien faire? Notre fonction, c'est de sensibiliser d'abord les personnes du 3e âge. Comme l'a dit le professeur Amadou Makhtar Mbow, leur faire comprendre qu'il est possible encore d'être utile pour sa société, de sensibiliser. Et comment être utile pour sa société? Et qu'est-ce qu'il faut développer comme activité pour être utile à sa société? Le professeur Amadou Makhtar Mbow, qui a présenté le premier cours inaugural, invite les seniors à adhérer à l'université du 3e âge. Moi, je pense que cette université, où tous les gens du 3e âge devraient y adhérer. Y adhérer parce qu'elle leur donne un espace. Ils peuvent d'abord renouveler leurs connaissances. Ils leur donnent un espace où ils peuvent également s'organiser. Il faut s'organiser en vue non seulement de maintenir leur savoir, de le développer, mais en vue également de participer à des activités productives. Une sollicitation qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. C'est une bonne chose, vu que c'est des gens qui ont de l'expérience. En général, c'est des intellectuels, il y a des paysans, il y a des ouvriers, il y a toutes les catégories de personnes qui sont là, qui peuvent apporter leur expérience. Je suis prête à adhérer à l'université du 3e âge. Les prestations de l'université du 3e âge sont sous forme de séminaires, conférences, causeries et toute autre forme didactique. Les prochains cours sont prévus au mois de décembre prochain dans la région de Ziguinchor. Monsieur Kamara, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Alors nous sommes là ce soir pour parler de cette université assez singulière, cette université consacrée aux personnes du 3e âge. Qu'est-ce qui a motivé justement sa création déjà? Vous dites bien singulière, c'est vrai, c'est la première université du 3e âge du Sénégal et de la sous-région. Il s'agit d'un concept que nous n'avons pas inventé en fait. Bien sûr. C'est un concept qui est né en France il y a 40 ans. Et qui est parti d'un constat au niveau de la France, une situation assez difficile pour les personnes du 3e âge, une forme de marginalisation de ces personnes. Et quelqu'un a réfléchi, un professeur de l'université de Toulouse, le professeur Velas, s'est dit, mais ces personnes du 3e âge qui se retrouvent marginalisés par leur propre famille. On pourrait peut-être à l'université les accueillir les week-ends, les mettre dans un cadre psychologique convenable et les appuyer un tout petit peu. Parfaitement. Et de fil en aiguille, ça s'est passé comme ça. Les personnes du 3e âge ont pris goût à se retrouver à l'université, à échanger. Ils ont créé un réseau d'amitié et de fil en aiguille, voilà, ils se sont dit, mais tenez, on peut aller plus loin. Oui. Et comme vous savez, le 3e âge se caractérise par une pension de retraite, très souvent, qui ne nourrit pas forcément son homme. Donc, parallèlement à cette dimension psychologique de retrouvailles entre personnes du 3e âge, il y a aussi l'initiative de créer des prestations, de faire de la production pour améliorer son quotidien. Alors, donc, nous nous sommes inspirés de ce concept. Autour de quelle activité? Ah ben voilà, nous avons prévu un projet en Lumbara, en mandingue ça veut dire du courage, on pourrait dire en wolof Djadjof,
Alors, c'est pour dire aux personnes du troisième âge qu'il ne faudrait pas qu'ils baissent les bras. Oui. Il y a la possibilité d'être encore productif. Et nous voulons, avant la retraite de ces personnes du troisième âge, convenir avec le patronat, convenir avec les bailleurs de fonds, de faire en sorte qu'on accompagne les personnes qui vont à la retraite. Ça leur permettra, une fois en retraite, d'avoir déjà initié un projet ficelé, bancable, qui leur permet de vivre plus décemment. C'est le projet Al-Numbara. Très bien. Donc, mais comment du coup y accéder pour ceux qui manifestent un intérêt pour cette université? Ben justement, ce n'est pas une université classique où on vient chercher un diplôme, où on sort avec un diplôme. C'est ça l'autre originalité, parce que nous considérons que le savoir, il est multiforme. Hein. Ce n'est pas le menuisier, le maçon. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de savoir. Chacun dans son domaine de compétences. Alors, ce qui fait que il est ouvert, l'université du troisième âge est ouverte à tout le monde. Et il suffit seulement de remplir une fiche d'inscription, de payer 1000 francs par mois, vous savez, c'est symbolique. C'est accessible. C'est très symbolique. Et de participer aux activités qui sont très diversifiées, depuis les séminaires, les réunions, les formations, aussi bien en horticulture, en informatique, etc. Et ensuite, véritablement, des activités de production. Parce qu'on a un centre de ressources humaines qui va réunir l'ensemble des compétences du troisième âge. Nous avons un site, unitrasn.org, et dans ce site-là, nous allons vendre nos compétences. Très bien. Vous avez tout de même un local pour faciliter l'accès ou pas? Les inscriptions? On a un bureau qui se situe au centre de formation professionnelle horticole. Donc, il y a une permanence. En attendant qu'on ait de meilleures dispositions, j'espère que des institutions partenaires, l'État, nous aidera quand même à disposer de petits moyens. Alors, nous allons parler, avant de terminer, du contenu des cours. Qu'est-ce qui sera débattu au cours de ces rencontres? De quoi allez-vous parler? Alors là encore, c'est une originalité. Il ne s'agit pas d'un enseignement classique où vous avez un professeur ex-cathédra qui se met sur une tribune. C'est les personnes du troisième âge. Chacun vient avec sa compétence et chacun, en réalité, décline un tout petit peu le programme qu'il a envie de dérouler. Et ça se passe de manière très détendue. Et quand on est fatigué, on s'arrête, on chahute un peu, on repart. Vous savez, ce n'est pas contraignant, il n'y a pas de diplôme au bout. L'essentiel, c'est qu'on s'occupe, mais utilement. utilement. Parfaitement. Monsieur Camara, je vous remercie. À moins que vous ayez une petite précision avant de terminer? Non, tout juste remercier encore une fois le professeur Amadou Mokhtar Mbow, qui est véritablement l'image même qu'on devrait avoir de la personne du troisième âge. À 92 ans, pouvoir faire un cours inaugural, c'est vraiment un champion. Que Dieu le garde. Amin, amin. Merci, monsieur Camara. Merci à vous aussi. Mais ne manquez surtout pas Faram Fathié avec Pape Ngagne. Ce sera à partir de 21h30. Il sera autour de Doudou Wade du Parti démocratique sénégalais, de Pape Abdou Khadre Mbodj de l'APR, Momar Samb RTAS et puis Pape Samba Kane, journaliste. Bonne soirée sur TFM.